Développeurs, développeuses, salutations. Nous allons voir ensemble la classe UDeveloperSetting. Elle va vous permettre d'exposer des paramètres dans les project settings. Donc, par exemple, dans le cas de votre jeu, vous pouvez avoir besoin de paramètres généraux qui vont être exposés dans les project settings et qui vont vous éviter de recompiler votre code et qui vont pouvoir être modifiés très simplement, par exemple, par des designers. L'autre cas d'usage, ça va être pour votre plugin. Par exemple, on va aller voir Niagara. Vous allez avoir un certain nombre de variables qui vont vous permettre de configurer le plugin à votre guise. Dans un premier temps, nous verrons la classe UDeveloperSetting. On verra comment la créer, comment la configurer et ses spécificités. Ensuite, nous verrons les soft références avec les soft object paths ou les soft class paths qui vont nous permettre de charger à la demande un objet ou une classe. Donc, ce sont des types de variables qui sont recommandés d'utiliser avec les developer settings. Et enfin, nous verrons 2-3 petites choses comme le delegate onSettingChanged ou la fonction post-edit-property-change qui peuvent être intéressantes à utiliser. Nous verrons aussi comment modifier un fichier ini, fichier config, et le sauvegarder. Et enfin, je vous mettrai en garde sur quelques petites choses à savoir pour éviter de faire des erreurs avec cette classe. La classe UDeveloperSetting, en plus de vous permettre d'exposer automatiquement vos variables dans les project settings, va vous permettre aussi de sauvegarder les valeurs de ces variables dans des fichiers config, donc des fichiers .ini que vous allez retrouver un peu partout dans votre projet. Vous allez pouvoir définir dans quel type de config il va sauvegarder les valeurs de vos variables et surtout à quel endroit il va sauvegarder le fichier ini. Pour créer votre classe basée sur les developer settings, vous n'allez pas pouvoir le faire en Blueprint, c'est pas une classe qui est exposée en Blueprint, c'est forcément en C++, donc vous allez avoir deux manières de faire, soit via l'éditeur avec New C++ Class, All Classes, et ici chercher Developer Setting. Donc attention, il y a une classe qui est basée sur les Developer Setting, Developer Setting Backed by CVAR, donc ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc ici on va bien utiliser Developer Setting. Je vais vous laisser configurer le nom de votre classe et vous allez sélectionner le module que vous voulez. Donc soit pour votre module de jeu, donc là ici c'est mon projet, un Lost in Game Studio Tutorial, soit un plugin. Donc ça je vous laisse décider, vous créez votre classe. La deuxième solution, c'est de créer votre classe directement dans l'IDE. Donc là ici avec Rider ça va être assez simple, hein. Je crée une nouvelle classe Unreal basée sur UObject. Donc comme ça je vais avoir toutes les macros qui font partie de UObject qui vont être ajoutées. La seule chose que je vais avoir à faire, c'est de changer la parent class pour les UDeveloperSetting, inclure Engine Developer Setting et surtout faire attention en fonction de là où ce que vous allez ajouter en fait votre classe. Si c'est par exemple dans votre module de jeu, vous allez avoir à ajouter dans les Additional Dependencies les Developer Setting, le module Developer Setting. Si c'est dans un plugin, donc par exemple là je vais le faire dans le Rider Link, je vais aller dans le Build CS et je vais ajouter en fait soit dans les Private Dependencies Modules, soit dans les Public Dependencies Modules, le nouveau module qu'on va utiliser, les Developer Setting. Une fois que vous avez créé votre classe, vous allez pouvoir la configurer en ajoutant des spécifiers et une méta dans la macro uClass. Le premier spécifier, ça va être config. Et là, vous allez indiquer quelle catégorie vous voulez utiliser. Donc là, il vous en indique 4, Engine, Editor, Input et Game. Donc c'est des catégories qu'on retrouve dans les Project Settings. Donc il va y avoir Plugin et il me semble qu'il y a Plateforme aussi qui est ajoutée maintenant. Donc de toute manière, si vous indiquez ici quelque chose qui n'est pas supporté, il va vous placer par défaut dans la catégorie Engine. Le second spécifier va vous permettre de définir l'endroit où il va sauvegarder les points ini, vos fichiers config, et donc vos variables. Vous allez avoir plusieurs endroits où il va pouvoir sauvegarder ces fichiers-là. Donc le premier spécifier qui est utilisé par défaut, c'est le default config. Tout simplement, il va aller sauvegarder vos variables dans le dossier config de votre projet. Et ici, dans la catégorie que vous avez choisie. Donc là, par exemple, dans mon cas présent, ça va être default game. Donc là, ici, je vais bien retrouver les différentes variables qui sont dans ma classe et les valeurs qui sont assignées à ces variables. Ensuite, vous avez le pair object config qui, comme son nom l'indique, va créer une configuration différente pour chaque objet. Donc il va aller sauvegarder vos variables dans le dossier saved de votre projet, config.
Windows Editor, et ici vous allez retrouver votre catégorie que vous avez choisie. Donc dans mon cas présent, ça va être Game. Et donc chaque objet va avoir sa propre section qui va être créée et qui va pouvoir sauvegarder les mêmes variables mais avec des valeurs différentes. Pour le Project User Config, au lieu de venir sauvegarder vos variables dans les defaults et la catégorie que vous avez choisie, il va tout simplement venir créer un nouveau fichier config qui va appeler user, la catégorie que vous avez choisie, .ini, et il va venir sauvegarder vos variables dans ce fichier. Et enfin, le dernier spécifieur que vous pouvez utiliser, et je vous conseille de faire attention avec celui-là, c'est le Global User Config. Donc comme son nom l'indique, il va créer ce qu'ils appellent une configuration globale qui va sauvegarder dans le app data local Unreal Engine. Alors attention, vous en avez deux, un avec espace et un sans espace, donc c'est celui-ci, Engine, config, et vous allez retrouver user et la catégorie que vous avez choisie. Donc là j'avais fait des tests avec Engine, et du coup vous allez retrouver vos variables ici. Donc quand vous avez vos variables qui sont dans le module de votre jeu, donc ça pose pas de soucis puisque vous allez généralement avoir des noms de projets tous différents. Donc là vous allez avoir plein de sections différentes qui correspondent à tous vos projets. Par contre, dans le cas d'un plugin, donc là ici par exemple c'est mon plugin Touch Interface Designer, si je sauvegarde tout ce que j'ai en fait dans les settings de mon plugin en global, je vais retrouver en fait les mêmes valeurs à tous mes projets. Donc c'est-à-dire que un client qui utilise mon plugin et qui l'utilise sur plusieurs projets, il va retrouver les mêmes valeurs sur chacun de ses projets. Et quand il va modifier par exemple le max layer sur un projet, ça va s'appliquer sur d'autres projets. Donc faites attention avec ça, puisque par exemple ici je permets à l'utilisateur de modifier la texture par défaut d'un bouton. Vous allez avoir le chemin qui va être sauvegardé, donc c'est ce qu'on va voir après avec les soft objects ou les soft classes. Et ce chemin-là va pas être le même pour tous vos projets, donc vous allez perdre, possiblement perdre des paramètres lorsque vous allez ouvrir votre projet. La dernière chose que vous pouvez ajouter à la macro uClass, c'est la méta displayName afin d'avoir un nom différent de celui que vous avez utilisé pour votre classe. Pour en finir avec la configuration de la classe, encore deux petites choses à voir dans le fichier CPP. Vous avez la variable sectionName que vous pouvez définir. C'est seulement si vous n'avez pas ajouté la méta displayName ici dans le uClass. Donc là, c'est pas forcément utile. Par contre, categoryName, il peut être très utile puisque par défaut, vous allez retrouver vos variables dans les différentes sections ici, enfin les différentes catégories, Game, Engine, Editor, et vous allez pouvoir en définir une autre comme plateforme, plugin, hop, en changeant ici le categoryName, donc très utile par exemple pour les plugins. Pour déclarer vos variables dans cette classe, rien de spécifique, c'est comme n'importe quelle classe C++, vous allez déclarer vos floats, vos int, vos booléens, vos structures, vos enums, comme on le ferait dans n'importe quelle autre classe. Pour que cette variable puisse être sauvegardée dans un fichier config, vous devez ajouter le spécifieur config à chaque variable. Pour qu'elle soit éditable dans les project settings, vous devez ajouter edit anywhere. Et enfin, pour qu'elle soit accessible côté blueprint, avec le get default, on va le voir un peu plus tard dans la vidéo, il vous faut ajouter le blueprint read only. En ce qui concerne les objets ou les classes, on va utiliser un autre type de variable qu'il est conseillé d'utiliser avec les développeurs settings. Ce sont les soft références. Donc ici, soft object path, soft class path ou les soft class pointer. Ça va nous permettre de charger ces différents objets ou classes à la demande, au runtime ou dans l'éditeur, au moment où on en a besoin, et pas lorsque le moteur va démarrer. Imaginez que vous avez un tableau avec énormément de choses dans ce tableau, énormément de références, il va devoir charger tout ça avant d'arriver sur l'éditeur ou lorsque vous allez démarrer le jeu. Donc ici, ça va nous permettre d'utiliser seulement ce qu'on a besoin. Si vous utilisez un row pointer comme ici dans l'exemple, donc vous pouvez télécharger le projet sur Ko-fi pour ceux qui veulent, vous allez avoir un problème tout simplement. Ici, il ne va pas pouvoir sauvegarder cette variable dans le dossier config, ce qui est logique puisqu'il n'a pas sauvegardé une adresse mémoire. Donc cette variable va bien être affichée dans les project settings, mais elle va être initialisée à sa valeur par défaut à chaque fois que vous allez ouvrir le moteur, donc ce qui casse complètement l'utilité de la classe développeur setting. Avec les soft object path, vous allez avoir une méta qui va être intéressante à utiliser, c'est la load class qui va permettre de contraindre ce que l'utilisateur peut sélectionner pour cette variable. Donc ici, j'ai contraint l'utilisateur à sélectionner soit un objet de type matériel ou texture.
La différence avec le soft class pass, c'est que ici, ça va être une autre meta class, qui va contraindre l'utilisateur à sélectionner une classe de type MyActor ou qui dérive de MyActor. Donc là, c'est ma classe C++ MyActor. Donc ici, vous pouvez en mettre qu'une seule, alors qu'ici, en fait, avec une virgule, vous pouvez ajouter autant de classes que vous souhaitez. Enfin, vous avez la méta config restart require que vous pouvez définir à vrai ou faux. Ça va indiquer à l'utilisateur qui doit redémarrer le moteur si ici vous avez indiqué vrai. Donc ça peut être très utile si les settings que vous avez sont pris au compte uniquement au démarrage du moteur. Vous pouvez utiliser un autre type de variable qui est le tSoftClassPointer, qui est similaire au tSubclassOf. Vous allez définir ici la classe qui doit être utilisée pour cette variable et donc l'utilisateur va devoir sélectionner soit la classe de base MyActor, si elle n'est pas abstract, ou une classe qui va dériver de la classe MyActor. Ici pour l'exemple, j'ai rajouté le petit spécifier noClear. Ça va permettre d'éviter que l'utilisateur sélectionne none en fait dans la sélection de la classe, et du coup cette variable sera toujours valide. Il y aura toujours une classe qui sera sélectionnée dans cette variable. Pour initialiser vos variables, on va avoir plusieurs solutions en fonction du type de variable que l'on utilise. Donc dans le constructeur, ici je peux initialiser ma variable tSoftClassPointer à MyActor avec la classe de base tout simplement, ou une classe qui dérive de ma classe MyActor. Pour le tSubclassOf, ça va être la même chose, on va spécifier soit la classe de base, soit une classe qui hérite de MyActor. Pour le SoftObjectPath, on va définir directement le chemin vers l'asset que l'on souhaite utiliser. Donc dans le cas du jeu ici, on va spécifier le dossier game et ensuite votre structure vers votre asset que vous voulez utiliser. Si c'est un plugin, ici ça va être le nom du plugin et ensuite la structure vers l'asset. Alors petite spécificité, ici on a le point et en fait on a deux fois le nom, tout simplement parce que c'est un asset qui existe dans l'editor. En ce qui concerne le fcolor ou le float, ça je vous apprends rien. Et enfin, pour le SoftClassPath, on peut soit utiliser un chemin comme ici, soit spécifier la classe que l'on souhaite utiliser. Et ici, en fait, on va avoir une conversion qui va être faite de uClass vers un SoftClassPath en utilisant le constructeur qui se trouve dans la classe SoftClassPath. Donc voici ce que les settings et les variables ici donnent dans les project settings. Donc en ce qui concerne le row pointer, ici je peux bien sélectionner mes matériels, mais du coup c'est un peu inutile puisque à chaque fois que je vais redémarrer l'éditeur, ça va revenir à la valeur par défaut, donc ici ça va être nul. Le SoftObjectPath, je vais bien pouvoir sélectionner matériel et texture. Donc là ici si je défile un peu, j'ai bien les matériels et les textures qui peuvent être sélectionnés et uniquement ces deux classes là. Bon, la couleur et le float, je vous apprends rien, hop, ça change rien. Le SubclassOf, je vais pouvoir sélectionner ma classe de base et tout ce qui dérive de cette classe avec le none ici. Le SoftClassPath, pareil. Donc là ici, je l'ai contraint à la classe MyActor, mais j'en ai pas d'autres, donc de toute manière, on va pas le voir. J'aurais dû en rajouter une pour vous montrer. Donc ici, si je change par exemple à Cube, je vais avoir la petite pop-up qui va me demander en fait de redémarrer le moteur. Donc là, je vais mettre Restart Later, je n'ai pas besoin, vous avez compris le principe. Et enfin, le tSoftClassPointer, c'est la même chose que les autres, sauf qu'ici, avec le spécifier noClear, l'utilisateur ne peut pas sélectionner comme ici none, ce qui fait que votre variable est nulle. Ici, il peut pas, il est obligé de sélectionner quelque chose et donc vous n'aurez pas à vérifier que votre classe, enfin votre variable est nulle puisqu'il y aura toujours une classe de sélectionner. Donc ça c'est plutôt cool. En C++, pour accéder à vos paramètres, vous allez pouvoir utiliser la fonction getDefault et spécifier votre classe. Alors attention, le getDefault vous retourne un constant. Donc si vous sauvegardez ça dans une variable locale, vous devez l'indiquer comme étant constante. Vous allez donc pouvoir accéder aux variables publiques et aux fonctions qui sont indiquées comme étant constantes. En fin de vidéo, on va voir une autre fonction qui va être le getMutableDefault qui va nous permettre de modifier les valeurs des variables qui se trouvent dans notre classe et de pouvoir modifier ces changements dans le fichier config. Ensuite, je vais pouvoir accéder à toutes mes variables de manière classique comme n'importe quelle classe. Donc ici, je vais retrouver toutes mes variables et ma fonction qui est constante. Étant donné que nous utilisons les soft references, on va devoir charger ces assets en mémoire avant de les utiliser.
Donc la première chose que je fais ici, c'est que je sauvegarde dans une variable locale mon soft class path qui se trouve dans mes settings. Donc là tout simplement j'accède à ma variable qui se trouve dans mes settings. Ensuite je vérifie que cette variable est valide. Donc, tout simplement si l'utilisateur par exemple a sélectionné Node, ici je vais faire un return et je vais lui indiquer qu'il doit configurer cette variable dans les settings. Ensuite on va devoir charger en mémoire nos assets. Donc pour cela je vais vous montrer deux fonctions différentes, il y en a bien d'autres de disponibles. Vous allez avoir principalement deux moyens, soit charger immédiatement dans le moteur, ce qui peut poser des problèmes de performance, des drops de FPS ou des freezes dans l'éditeur ou dans votre jeu, ce qui peut être désagréable pour le joueur, ou vous allez pouvoir le faire de manière asynchrone, c'est-à-dire que le chargement va être lissé sur plusieurs frames. On va commencer par le chargement immédiat, c'est le plus simple, mais aussi celui qui risque de vous poser le plus de soucis. Donc pour charger un objet, une classe, un asset, on va utiliser la fonction loadClass. Donc attention, cette fonction va bloquer le GameThread tant que la classe n'est pas chargée. Donc si vous avez une classe qui est assez légère, comme c'est le cas de l'exemple ici, ça ne va pas vous poser de problème. Par contre, si vous avez une classe qui utilise d'autres assets comme des textures, un matériel ou des meshes et qui ne sont pas déjà chargés dans le moteur, vous allez avoir des soucis de performance. Aussi, si vous utilisez cette fonction dans une boucle for par exemple, vous allez avoir les mêmes problèmes de freeze ou de perte de FPS. Donc si vous rencontrez des soucis avec cette fonction, je vous invite à passer sur l'async loading. Donc pour utiliser cette fonction, elle vous retourne une variable de type uClass. Vous allez spécifier la classe de l'asset que vous attendez. Donc par exemple ici, moi c'est myActor. Vous allez devoir spécifier l'outer. Donc pour l'exemple, j'ai indiqué null pointer, mais vous pourriez très bien utiliser le getWorld, étant donné que c'est un actor, cet actor va se retrouver dans le world. Et enfin, on va devoir lui donner, si Rider veut bien me l'indiquer, voilà, le tchar, donc un pointeur vers un tableau de tchar. Donc ici, on va tout simplement récupérer le soft class path. On va lui indiquer toString, ça va permettre de récupérer le package path.setName et éventuellement les studpath. Et enfin, on va utiliser l'opérateur asterisk, ce qui va nous permettre de récupérer un pointeur vers notre tableau de tchar. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier si la classe a bien été chargée. Si ce n'est pas le cas, on indique à l'utilisateur que la classe n'a pas pu être chargée pour une raison ou une autre et on fait un return pour éviter qu'il poursuive en fait l'exécution. Une fois que c'est fait, par exemple, je vais pouvoir utiliser ma classe ici dans un spawn actor. Donc j'ai fait une classe, un spawner qui va tout simplement charger la classe que j'ai indiquée en fait dans les custom settings. Donc là je spécifie ma classe, donc là ça tombe bien, le spawn actor il attend une variable de type uClass, donc c'est bien ce que nous retourne le loadClass, donc le spawn location et le spawn rotation. Donc là ici je vais pouvoir aller dans l'éditeur et vous montrer que ça fonctionne correctement. Pour voir si ça fonctionne dans l'éditeur, on va lancer en mode simulate, mais tout d'abord dans les project settings, on va changer la classe que je vais spawn. On va utiliser plutôt le blueprint sphere actor qui est basé sur la classe C++ myActor et qui contient une petite sphère avec un matériel. Ça va nous permettre de voir un peu ce qui se passe. Donc si je lance en mode simulate, on a bien la sphère qui est chargée en mémoire et qui est ajoutée au level. Par contre, on remarque qu'il y a une petite latence sur le chargement du matériel. Ceci dit, la fonction loadClass fonctionne comme prévu. Dans cet exemple, j'utilise la fonction loadClass avec une variable de type softClassPath, mais on peut bien évidemment utiliser le softObjectPath ou le tsoftObjectPointer ou tsoftClassPointer, donc ça va être la même chose pour le nom. On peut utiliser éventuellement une autre manière, ça va être de passer par une conversion vers un softObjectPath puis récupérer le string. En ce qui concerne le softClassPointer ou le softObjectPointer, on peut charger directement ici en faisant un load synchronous. C'est exactement la même chose que cette fonction ici, loadClass, il va vous retourner un uClass. Ensuite, une fois que vous avez chargé en mémoire votre asset, vous pouvez bien évidemment, si vous ne l'avez pas sauvegardé dans une variable locale, récupérer le uClass à chaque fois. Donc, par exemple, avec le myClassPath, ici, je vais pouvoir faire un resolve class. Donc là, il va me retourner le uClass. Si vous utilisez cette fonction alors qu'elle n'est pas chargée en mémoire, enfin que votre asset n'est pas chargé en mémoire, cette fonction va vous retourner un null pointer. Vous avez encore une fois une autre manière de charger ici avec le tryLoadClass. Donc là, il vous retourne encore une fois une variable de type uClass.
Pour le chargement asynchrone, on va passer par le Streamable Manager que vous pourrez récupérer grâce à l'Asset Manager, Get Streamable Manager. Vous allez pouvoir appeler la fonction Request Async Load. Cette fonction, vous devez lui passer le Soft Object Path et vous pouvez éventuellement bind une fonction sur le Streamable Delegate qui va être appelée lorsque l'asset va être chargé. Donc ici, on peut lui passer directement MyClassPath, qui je vous rappelle est un Soft Class Path ici. Et là, pour l'exemple, j'ai créé un lambda qui va être exécuté au moment où l'asset va être chargé. Donc là, ici, j'ai juste un petit log class loaded et je vais ajouter mon asset du coup dans le level avec le spawn actor. Donc pour ça, ici, pour pouvoir récupérer la uClass, je vais tout simplement faire un resolve class. Donc là, il va pouvoir exécuter cette fonction tout simplement parce que mon asset va être chargé. On va aller voir dans l'éditeur ce qui se passe. Donc dans l'éditeur, je vais pouvoir faire un simulate et j'ai bien ma sphère qui est chargée en mémoire et qui est ajoutée au level. Pour faire la même chose, mais cette fois avec un soft class pointer ou un soft object pointer, ça va être très légèrement différent. Hop, je commente ceci. Donc là, je récupère sur mes custom settings mon soft class pointer. Et avec le Streamable Manager, je vais avoir une étape supplémentaire. Ça va juste être de convertir mon Soft Class Pointer en Soft Object Path. C'est la seule différence. Et puis ici dans le Spawn Actor, au lieu d'utiliser le Resolve Class, je vais utiliser le Get. Alors pareil, le Get, si vous l'utilisez avant d'avoir chargé en mémoire votre asset, il va vous retourner quelque chose, enfin une variable nulle, un null pointer. En Blueprint, pour avoir un accès aux variables de notre classe MyCustomSetting, vous allez devoir utiliser le node getClassDefault et sélectionner la classe que vous souhaitez. Donc ici, je l'avais nommé TutorialSetting, mais c'est bien une classe MyCustomSetting. Et j'ai donc accès aux variables publiques de cette classe. Pour charger un asset, vous allez devoir utiliser l'une des deux manières qu'on a vues en C++, donc soit un chargement immédiat avec le node loadAssetBlocking ou loadClassAssetBlocking, donc ici charger un objet ou charger une classe, ou de manière asynchrone avec asyncLoadAsset, asyncLoadClassAsset, donc pareil, soit charger un objet, soit charger une classe. Si vous utilisez un soft class pointer ou un soft object pointer, vous pouvez directement passer votre variable dans ce node par exemple. Si vous utilisez un soft class path ou un soft object path, vous allez devoir faire une conversion to soft object references ou to soft class references et ensuite passer votre variable dans le node. Donc une fois que votre asset est bien chargé en mémoire, en fait il y a le complete ici qui est appelé et je vais pouvoir faire un cast vers la classe MyActor, ce qui va me permettre ensuite de spawn cet acteur dans le level. Donc là, juste pour la démo, je vais vous montrer. Donc ça va attendre 2 secondes. Et ici, normalement, j'ai mon asset en fait qui va être ajouté au level. On va passer à 2-3 petites choses qui peuvent être intéressantes pour vous et à quelques mises en garde que je peux vous donner qui vont vous paraître logiques mais que je vais rappeler. Une des premières choses intéressantes, ça va être d'utiliser la fonction PostEditChangeProperty qui va être appelée à chaque fois qu'il va y avoir un changement dans la valeur des variables qui se trouvent dans votre classe. Donc pour l'exemple ici, à chaque fois qu'il va y avoir un changement sur la variable softClassBaseActor, je vais envoyer un message tutorial setting changed. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans l'éditeur. Si je change par exemple le brightness intensity, je ne vais pas avoir de message affiché dans le output log. Par contre, si sur le soft class base actor, je change la classe, par exemple en cube, je vais avoir en fait un petit message qui s'affiche. Donc là, ça va me permettre de faire des opérations uniquement lorsque cette property ici va être modifiée. La fonction PostEditChangeProperty doit être utilisée uniquement avec l'editor, donc faites attention à bien ajouter le preprocessor if with editor. Autre chose qui peut être intéressant, qui est plus ou moins similaire, c'est de pouvoir bind une fonction au delegate onSettingChanged. Donc dans la classe developerSetting, il y a un delegate ici avec 2 paramètres, uObject et une structure fPropertyChangeEvent. Et ça va vous permettre dans une classe, alors encore une fois en editor uniquement, de prendre en compte ces changements et de modifier le comportement de votre classe en ajoutant ici une fonction, en fait de bind une fonction à ce delegate. Donc pour pouvoir accéder à ce delegate là, on va utiliser le getMutableDefault, donc j'ai parlé en début de vidéo. Donc là ici on va spécifier notre classe, on accède au delegate et on peut bind une fonction.
Dernière petite chose intéressante, ça va être de sauvegarder manuellement les changements que vous avez effectués dans les settings, peu importe lesquels. Donc par exemple, ici, dans un plugin que je suis en train de développer, je modifie des variables dans les physics settings. Je vais modifier par exemple les surface type pour pouvoir les utiliser avec mon plugin. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, je fais ces changements-là. Et ensuite, je vais vouloir sauvegarder ces changements de façon manuelle, puisque ça ne va pas être automatique. Donc avec plusieurs fonctions possibles. Donc vous avez soit le save config, donc là ici il va sauvegarder les changements dans le saved folder de votre projet. Vous avez le update project user config file, donc ici il va sauvegarder les changements dans le config folder, mais pas dans les default, donc par exemple default engine, mais il va créer un nouveau fichier config.ini qui contient les changements. Et enfin, vous avez le try update default config file, où là vous pouvez soit ne rien spécifier, soit spécifier la section en fait qui doit être mise à jour, et il va sauvegarder ces changements-là dans le default config. Donc là, ça va être le default engine dans le config folder. Donc la section dont je parle, en fait, c'est par exemple ici dans le default engine, où je vais venir modifier en fait tous ces paramètres-là, les physical surface. Ça va être dans la section ici physics setting. En fait, vous en avez plusieurs des sections dans le même fichier config. Vous avez les collision profile, vous allez avoir l'Android file server runtime, impact setting, game map setting, et donc vous allez pouvoir spécifier ici la section que vous voulez mettre à jour. Si vous spécifiez rien, en fait, il va mettre à jour tout le fichier ini. Pour finir cette vidéo, quelques petites mises en garde. Ici, étant donné que vous codez en dur le chemin, forcément, si vous modifiez le nom de l'asset ou que vous modifiez la structure, par exemple le nom du dossier, ou que vous rajoutez un dossier, enfin un sous-dossier, eh bien, il va falloir mettre à jour ce chemin-là de façon manuelle à chaque fois. Aussi, du côté de l'éditeur, dans les project settings, lorsque vous allez faire référence à une classe blueprint, par exemple ici BP Sphere Actor, si j'essaye de modifier cette classe, ou de changer sa place, de la mettre dans un autre dossier, je vais avoir la petite pop-up suivante, un petit warning m'indiquant que on va avoir des problèmes si on essaye de package le jeu ou l'application. On peut avoir en fait la classe qui va être manquante. Donc là je vais quand même le renommer, donc ici la classe est bien renommée. Dans les project settings, on a l'impression que ça a été mis à jour. Ici on a bien le BP Sphere Actor 02, mais là il va se passer 2-3 petites choses assez désagréable. Dans les configs, en fait, dans le dossier, dans le fichier ini, pardon, la mise à jour n'a pas été effectuée. Donc on fait toujours référence à l'ancien nom de l'asset. Et une autre chose un peu plus sérieuse, en fait, dans mon dossier data, je vais encore avoir l'ancien asset, ici BP Sphere Actor. Et là, j'ai mon asset qui a été renommé. Donc ça va poser des problème, notamment ici quand je vais vouloir tout simplement de nouveau renommer mon asset ici Sphere Actor. Forcément il y a déjà un asset qui a ce nom ici. Si on essaye de faire un fix-up redirector, ici on va avoir toujours le même problème, donc Unreal va pas clean correctement les références. Donc si au début je pensais que c'était une erreur de ma part, que je n'avais pas implémenté correctement une fonction, j'ai essayé dans les project settings avec les settings audio. J'ai créé mon propre sound class default ici. Donc là, les project settings font référence à cet asset qui se trouve dans mon content browser ici. Et si j'essaye de modifier son nom, eh bien je vais avoir le même problème. Et cette fois, c'est quelque chose qui a été développé par Epic Games eux-mêmes. Donc je pense pas que ce problème en fait puisse être contourné pour le moment. Donc ces petites choses-là sont à savoir, puisque ça peut foutre un peu le bordel dans votre projet. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour les développeurs settings. Développeurs, développeuses, salutations.